Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette dernière ligne droite dans nos journées nationales des IME et des IEM. Désolé pour ceux qui ont eu un petit peu d'attente à l'entrée. Ce sont malheureusement les contraintes de sécurité qui nous sont imposées, à nous comme à vous. Écoutez, j'espère que vous avez pu passer un agréable congrès depuis le départ, ponctué de moments conviviaux avec nous. Et hier soir, on était nombreux à avoir, je pense, vécu un temps fort avec Percute Jam. C'est toujours du bonheur d'entendre de la ferveur musicale comme ça. Et puis des temps conviviaux entre vous, avec vos collègues, voilà, où vous avez pu prolonger les débats. On poursuit après des réflexions sur les mutations profondes, après une réflexion transversale sur la société inclusive, avec des principes de réalité que vous connaissez dans vos établissements et services, à savoir la question de la complexification des situations. Vous êtes extrêmement nombreux à pouvoir attester que les jeunes que vous accompagnez, leurs aidants familiaux également aussi parfois, présentent des situations de plus en plus complexes. Alors derrière la notion de complexité, il y a tout un faisceau de facteurs qui peuvent être liés à la santé somatique, ça sera le deuxième temps de la matinée, qui peuvent être liés à la santé psychique, qui peuvent être liés à des facteurs socio-environnementaux, économiques, etc. Et il s'avère que souvent, ces situations complexes présentent un facteur commun que sont les comportements dits problèmes. Et du coup, c'est cet aspect qu'on va essayer de traiter ce matin. Avant de faire monter notre premier intervenant, et dans la continuité de la matinée que vous avez vécue hier, on a tenu à faire témoigner les jeunes sur ces questions, les jeunes et leurs parents. Donc on va vous passer une petite vidéo témoignage. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes de violence parfois? Non, j'ai pas eu de problème. Depuis qu'il s'exprime, non. Il a été un enfant autiste qui n'était pas dépisté, qui faisait beaucoup de crises, qui se roulait beaucoup par terre, qui ne dormait pas, tout ça. Depuis qu'il a eu l'apprentissage à l'IME, quand je l'ai fait rentrer à l'IME, puisqu'il a été sur la section autiste, où il a appris à lire, à parler, à être propre. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. En fait, ses inquiétudes, ses angoisses qui font qu'on est violent, lui, il les garde et il est angoissé. Et jamais il a été violent, jamais. Limite, il ne se défendait pas, quoi. Est-ce que vous avez été confronté à la violence? Non, Ça vous est jamais arrivé? pas envie de le dire. Ça vous fait peur peut-être? Non. Dans les établissements, s'il y a eu des bagarres et tout ça? Oui, par exemple. Je sais pas. Ça ne me regarde pas. J'ai pas à savoir. Et comment vous réagissez, vous? Alors moi, je suis quelqu'un de très gentil à la base. Je suis calme. Je cherche pas du tout à me prendre la tête. Mais quand on me pousse à bout, c'est sûr que j'explose. Moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Alors comment ça se passe? Mais en ce moment, là, ça, je me suis calmée. Mais en général, quand je fais une crise, ça sent pas bon. Je retourne la pièce. Après, vous culpabilisez peut-être un peu? Ben oui, c'est normal, je m'en veux un petit peu. Après, je dois payer les conséquences. Ben en général, quand je m'énerve, c'est quand on me lance des piques, quand on est dur avec moi, quand on me manque de respect alors que je fais rien de mal, ça je ne supporte pas, c'est ça. D'accord. Comment vous faites pour gérer ça? C'est de se calmer et de prendre l'air et aller discuter avec des éducateurs ou avec les gens qu'on apprécie. Être entouré par des gens qui me calment, quoi. Pas avec des gens qui sont aussi impulsifs. 1, 2, 3, 4. D'être avec des gens qui sont aussi impulsifs que moi. D'accord. Est-ce que vous participez à des ateliers, par exemple, de relaxation?
J'en ai déjà fait, mais en ce moment, j'en fais pas souvent parce que mon emploi du temps a changé. Alors Gauthier, lui, c'est contre l'injustice. Quand il a un de ses copains, Mathias, qui vient d'ailleurs demain, qui a comme du souci aussi, mais plus important que lui, et il ne supporte absolument pas l'injustice, enfin qu'on puisse lui faire du mal, ou qu'on puisse... il est un peu... là-dessus, il m'a déjà parlé de temps en temps. Il me dit « Ah oui, on a fait du mal à Mathias, ou il y a eu quelque chose. » Mais c'est des disputes, en fait, qu'ils ont entre eux. Hein, parce que je dis que, quelque part, des fois, le niveau, il est peut-être... ils sont un peu bébés, certains. Donc, ça va être je t'enlève la casquette, et puis ça ne va pas être pris dans le sens où on s'en fiche. Vous voyez, tout de suite, ils vont passer aux mots, à des choses, etc. Mais j'ai jamais entendu, par contre, qu'il y a eu autant de violence que quand il était en milieu ordinaire et quand il était, que je ne me trompe pas, parce qu'il faut que je situe entre en SECPA. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de violence au collège ou à l'IME? Non, au collège. Au collège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez pas m'en parler? Non. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu? Ouais, un peu des menaces, les bagarres. Et ça vous fait peur? Bah, les menaces, oui, un peu. Et est-ce que les adultes, les encadrants interviennent pour vous aider à résoudre les problèmes? Bon, on en parle et puis après, ils règlent les histoires. Voilà. Alors pour nous aider à comprendre ce que sont les troubles du comportement, expression derrière laquelle on peut mettre plein de choses, les comprendre pour mieux les prévenir, mieux les gérer lorsqu'ils surviennent, on a fait intervenir quelqu'un qu'on apprécie beaucoup de notre réseau, le docteur Alexandre Novo, qui est psychiatre et pédopsychiatre, chef de clinique assistant, médecin coordonnateur du Centre Ressources Autisme de Champagne-Ardenne, et à qui on va lui demander d'éclairer nos lanternes sur la question des troubles du comportement. À toi, Alexandre. Très bien. Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de vous réveiller. Pas gagné, je pense. En plus, vous êtes resté effectivement bien longtemps sur le plan Vigipirate qui nous protège tous et qui nous met dans une ambiance calme, sans trouble du comportement et sans danger, comme disait le jeune qui nous a ouvert la journée. Plusieurs choses, parce que en fait, je viens avec mon expertise de médecin et vous verrez assez rapidement que en fait, mon expertise de médecin, elle n'est pas beaucoup plus intéressante ou meilleure que la vôtre, tout simplement. Et ça, je vais prendre un exemple qu'on va un peu tirer jusqu'à la fin de ma présentation, qui est raccourci d'ailleurs à cause de Vigipirate, parce qu'on m'a demandé de raccourcir. Et du coup, ça sera moins bien, mais vous le direz dans l'évaluation en disant on voulait plus de chevelus pour ce matin. Mais ça sera votre problème. Première question, et pour vous réveiller, je vais quand même intervenir avec vous, donc je suis vraiment désolé. Et puis il va y avoir une phase un peu étrange pendant ma présentation, mais ça je laisse mes collègues de la régie vous le faire ressentir dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a qui a eu un enfant? Est-ce que vous pouvez lever la main toutes les personnes qui ont eu des enfants? Eh ben, dites-moi. Qui sait à quoi ressemble un enfant et qui n'a pas eu d'enfant? Pas mal. Qui va avoir un enfant et du fait de son métier stresse sur le développement psychique de son enfant? Merci. Donc, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Et vous êtes beaucoup de parents d'ailleurs. Et ça, je vais avoir besoin de votre expérience parce qu'effectivement, c'est le partage des expériences qui nous aide en tout cas en général à progresser avec... Alors, je suis désolé, je suis médecin. Je vais souvent dire le mot patient. Je préfère, voilà, je m'en excuse, je ferai attention. J'en suis vraiment désolé, mais je suis médecin donc dans le soin, donc c'est vrai que j'évoque plutôt patient. Sinon, je dirais jeune, mais jeune, c'est un peu global, donc désolé. Donc effectivement, ces expériences vont nous aider à gérer les enfants et les patients également. L'une des premières questions, c'est la suivante. Pourquoi un enfant peut pleurer? Ben, j'en suis sûr que vous avez plein d'idées, c'est sûr et certain.
Pourquoi un enfant peut pleurer? Prenez la parole comme ça, criez, il n'y a pas de problème. Il a faim. Il n'est pas content. En fait, c'est chiant de vous faire tous parler. Allez-y. Il a mal. Donc il a faim, il a mal. Il n'est pas content. Quelques semaines, quelques mois, j'ai du mal à dire qu'il n'est pas content. Il a peur, il est fatigué. Comment? Il en a besoin de quoi? Il en a besoin de pleurer, d'accord. Ça, c'est vraiment le truc pour se rassurer en tant que parent, en disant c'est bon, j'ai tout fait. Ça, c'est pas mal. C'est très, très joli, celle-ci. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Il y a encore un ou deux trucs, quand même. Changer de parent, effectivement, ça vient juste après. Il a la couche, effectivement, s'il est sale. Il a froid, il a faim. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de besoins vitaux. Je vous rappelle que l'humain est un être social par expérience. Je vous rappelle que votre enfant, quand il crie, quand il pleure, quand il vous regarde, quand il vous sourit, c'est pas pour vos beaux yeux, c'est juste pour qu'il vous attire vers lui et que vous l'aidiez. C'est juste pour ça dans les premiers temps. Et après, pour les parents, oh, il me sourit, c'est trop beau. C'est vraiment pour ça qu'il est fait à la base. Donc effectivement, dans les premiers temps, c'est des besoins vitaux dont il a besoin, qu'on a tous énumérés. À quel moment les parents se disent, au-delà de « il a besoin de pleurer », que j'aime beaucoup, au-delà de ça, à quel moment les parents se disent « je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire ». Donc la nuit, quand on a tout essayé, et qu'est-ce que vous faites les parents, ou qu'est-ce que ceux qui imaginent, ou qu'est-ce que ceux qui vont avoir un enfant font quand on n'en peut plus? Comment? C'est vraiment une expérience que tout le monde connaît. On voit bien que tout le monde a expérimenté ça. Donc pour tous les futurs parents, c'est normal au final tout ce qu'on est en train de dire. C'est très intéressant parce que vous verrez, on vit exactement les mêmes choses dans les institutions. Qu'est-ce qu'on fait du coup quand on est parent et qu'on n'a plus de solution et que le bébé pleure et qu'on va un peu plus loin qu'il a besoin de pleurer? Comment? Du sirop? On n'a pas précisé la couleur du liquide, ni le taux d'alcoolémie dedans. Étant portugais, on me donnait un peu de Porto dans mon biberon, je vous assure. Donc du coup, j'ai entendu sirop. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Le sirop, on l'a donné, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Chez le médecin, exactement. On va chez le médecin parce qu'on n'est plus capable d'eux. Et en général, on n'est plus capable d'eux en tant que parent. Quand il y a quelque chose, on peut le secouer, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, faites attention, il pourrait finir en IME. La chose importante, je suis désolé pour quelques mauvaises blagues, j'en suis désolé auprès des parents et autres, excusez-moi, mais j'insiste, je pense que vous voyez, vous ne me connaissez pas, mais je pense que je suis on ne peut plus sérieux avec les patients que je suis, et je vous assure que je me permets ce genre de blague, parce que je me permets ce genre de blague avec les patients eux-mêmes et leurs familles. Donc, quand on ne sait plus, on adresse à quelqu'un d'autre, on demande à quelqu'un d'autre, on sait, on dit « je ne sais plus ». D'ailleurs, ça serait très délétère qu'un parent se dise à aucun moment « je ne sais plus », puisque, imaginons, il a de la fièvre et qu'on a fait le paracétamol, on a donné le sirop, on a fait ce qu'il fallait, on l'a changé, on l'a même enlevé ses vêtements, on n'a gardé que la couche parce qu'il fait 35 degrés, mais en fait, il a une méningite. Et en fait, 5 jours plus tard, il convulse et. Donc, on voit bien que on a besoin de savoir qu'on a des limites et on a besoin de savoir qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'un partenariat avec quelqu'un d'autre. C'est une chose essentielle que vous tous, vous avez vécu, que vous allez vivre et que vous imaginez, et qui va être exactement le même principe avec les troubles du comportement dans une institution. Je vais même aller plus loin, de base en institution. C'est l'un des problèmes majeurs en tant que médecin que je vois quand je vais dans les institutions médico-sociales ou que je peux faire de la supervision, c'est à quel moment on dit « je sais plus ». Alors le problème, c'est que quand on dit « je sais plus », il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui prenne le relais ou qui soit en partenariat. Quand il n'y a personne derrière, on tient, et on finit dépressif. Je vous rappelle que, j'adore parler de ça, puisque comme ça jette le truc, je vous rappelle que pourquoi on disait que c'était la faute des mamans pour l'autisme,
C'était tout simplement que le père s'était déjà cassé depuis 4 ans et que la mère s'était tapé, désolé, un enfant autiste depuis 4 ans. Je vous assure que si nous tous, nous avons un enfant autiste à gérer 24 heures sur 24, nous sommes tous dépressifs. Mais parce qu'on n'avait personne pour nous aider à côté, puisque c'était un enfant avec un handicap, et un enfant avec un handicap, un parent seul, ne peut pas le gérer. Donc ça, je pense que si certaines personnes ne sont pas d'accord, on en parlera après, mais on a vraiment besoin de ce relais-là. Les différents relais, du coup, il y a différentes sphères, on va dire. Je vais toujours vous poser quelques questions. Alors, la présentation est pourrie à cause de leur charte graphique pourrie. D'accord ? Le truc, là, le logo avec le dessin pour faire semblant, c'est complexe. Tu vas te ou confronter pas, à la je censure ne le bientôt, tu sais valide ça. pas et je parlerai plus fort que toi. Donc, très clairement, c'est quelque chose que je ne valide pas. Individuel devait être plein champ, c'est pas grave. Donc, effectivement, il y a un premier niveau qui est individuel. Je vous rappelle que le titre de ma présentation s'appelle « Gérer, prévenir, anticiper la crise ». Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la crise? Pour gérer la crise d'abord d'un patient, d'une personne qui est en institution et qui est en train de faire un trouble du comportement. Vous avez toutes les idées, je vous assure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer? Ah merde, vous êtes vraiment des mauvais. Je ne m'attendais pas à ça. On peut l'isoler. Comment? Le contenir, l'isoler. J'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique, faites gaffe. Le rassurer. Comment on peut le rassurer? Parce que ça, c'est très global. Lui parler. Comment? Le faire sortir dans le jardin, encore qu'il faut qu'il ne pleuve pas comme aujourd'hui, mais peut-être qu'il aime la pluie, d'ailleurs, ça peut être pas mal. Je vous rappelle qu'on est sur une situation, pourquoi j'ai parlé du bébé? Parce que je vous rappelle que le bébé a une faculté qui n'a pas encore développé du tout, c'est le langage. Donc on est vraiment dans des situations où le langage est peu accessible. Je vais aller dans le expressif et le réceptif, d'accord? Donc du coup, c'est vrai que le parler, ça peut être utile à l'image d'un bébé à qui on parle. Il ne comprend rien du tout à ce qu'on dit, mais par contre, il comprend qu'il y a une enveloppe sonore, il y a quelque chose qui se fait. Donc le calmer, le soulager, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour gérer une crise? Donc j'ai eu séparer, isoler, rassurer, lui parler, apporter un objet réconfortant qui sera, on espère, le plus adapté à lui. Hein, peut-être que on fera aussi, je pense que le terme de sensorialité, vous l'avez entendu à peu près 30 fois, 50 fois, 1000 fois. Mon but, là, ça sera pendant un instant, et c'est là que va arriver le truc bizarre. Mon truc, c'est que on puisse je puisse vraiment vous faire ressentir, un peu comme là, j'essaie de le faire, votre expertise, vous faire ressentir à quel point la sensorialité est hyper agréable. Donc, du coup, on va faire un truc qu'on a tous vécu, j'en suis persuadé, même Thibaut. L'utérus de notre maman. Non, mais je lui demanderai. D'accord. Donc, on est dans l'utérus de notre mère. C'était un très bon moment, je vous assure. On est dans l'utérus de notre mère et on va dire que face à vous, vous avez le ventre, derrière le dos et puis au-dessus, le reste. À votre avis, quel type de bruit on entend dans l'utérus de sa mère? Les battements du cœur. Effectivement, les battements du cœur qui se situent un peu par là, qui battent par contre tout le temps, mais de façon irrégulière. Parfois ça va doucement quand on dort, parfois ça va un peu plus vite. Ça va souvent plus vite d'ailleurs quand il y a parent 1 qui rencontre parent 2. Je suis 2019, hein, pas mal. Donc parent 1, parent 2, ça bat un peu plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres bruits qu'on peut entendre? Alors la digestion, effectivement, le bruit du digestif avec un rythme un peu particulier qui rythme déjà. Je vous rappelle que le rythme est l'une des premières choses que on vit avec un enfant, on vit avec des rythmes. Donc l'un des premiers rythmes qu'il entend, c'est effectivement ce rythme du digestif qui est matin, midi et soir, hormis si maman a pas mal de fringales dans sa grossesse, matin, midi et soir un peu plus fréquent. Est-ce qu'il y a d'autres bruits qu'on entend? La voix, je vais mettre du coup la voix de maman, je suis obligé de dire, là c'est pas parent, hein, de maman, la voix de maman qui est un peu étrange puisqu'elle vient de l'extérieur et de l'intérieur. Elle est déjà un peu chiante, elle est en stéréo, ça fait chier un peu. Et puis à l'extérieur, il y a pas mal de voix, il y a pas mal de bruits, je vais tous les mettre à l'extérieur. Je vais mettre parent 2 qu'on entend souvent et qu'on reconnaîtra un peu particulier. Je vous rappelle que dans les premiers jours de vie, un bébé est capable de discerner la voix de sa mère. Donc il y a vraiment une spécificité de cette voix-là qui a été entendue. Est-ce qu'il y a encore d'autres bruits?
Je mets tout ce qui est extérieur, je mets de côté. Je reviens à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on est dans l'utérus de notre mère. Les toilettes, je vais entendre la défécation et le vidage urinaire, ça me va. Comment? La respiration, à l'image aussi du cœur qui est tout le temps présente, mais irrégulière, et toujours par en deux, un peu plus actif. Les bruits de pas que je mettrais plutôt en sensoriel, un peu, plutôt des choses qui basculent. Il y a quelque chose par là aussi. Donc je vous rappelle devant moi, hop, je vais mettre comme ça, devant moi l'utérus, devant moi le ventre, derrière moi le dos, il y a un truc qui est par là. Est-ce que vous situez? Comment? La colonne vertébrale, effectivement, qui ne fait pas de bruit, hormis si maman a de l'arthrose, mais c'est chaud quand même, à 30 ans. Est-ce qu'il y a autre chose qui est collé à, j'allais le dire le mot en plus, qui est collé à la colonne vertébrale? Comment? Le diaphragme. Non, le diaphragme, il est au-dessus, et effectivement, il compresse un petit peu, il fait bouger. Les reins, ça ne fait pas trop de bruit. Enfin, je ne sais pas quel bruit ça fait, d'ailleurs, les reins. Il y a un énorme truc qui, sans ça, on serait vraiment mort très vite. Ah non, là, il est devant, par contre. Là, il y a un problème d'anatomie, là. Là, j'y suis pas. Le placenta. Il y a la plus grosse artère du corps. Il y a l'aorte. L'aorte, elle est là de 0 à 9 mois. Elle sera tout le temps présente et c'est la plus grosse artère du corps. Pour ceux qui ont participé à une échographie, mesdames qui ont eu un enfant, vous en avez eu, messieurs qui étaient présents, vous en avez eu aussi, il y a un mode qu'on appelle le mode Doppler. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que vous vous souvenez du bruit du mode Doppler quand on mettait le... Je commence à en entendre. J'entends des... C'est ça, on est d'accord. Et maintenant, on arrive sur la sensorialité, parce que je vous rappelle que je dois présenter un truc sur les troubles du comportement quand même. Donc, il faut que je revienne. Et qu'il me reste que 10 minutes. Donc, il faut vraiment que je revienne vite. Quel bruit on fait dans toutes les cultures, dans tout le monde entier, sans qu'on vous l'ait appris pour calmer votre enfant? Voilà. Vous venez de comprendre qu'il y a des traces mnésiques qui existent, qu'on ne pourra jamais prouver. Et il y a plein d'autres exemples que je ne peux pas faire parce que je me suis fait gratter 5 minutes et qu'on verra un autre jour ensemble. Mais il y a plein de traces qui nous montrent qu'au niveau sensoriel, quand on est bébé, à l'image d'un bébé qui va frotter le dos, parce que pour vous rassurer, on ne lui a jamais appris, mais qu'est-ce qui a frotté le dos pendant 9 mois? C'est le muscle utérin qui a frotté votre dos pendant 9 mois. Le chut, c'est quelque chose, vous pouvez dire, oui, mais j'ai vu ma mère le faire. Oui, mais ma mère l'a vu sur ma mère, qui l'a vu sur ma mère, qui l'a vu sur ma mère. Donc ce chut, ce sensoriel, c'est pour ça que le sensoriel est aussi important, c'est qu'il est présent dès la petite enfance. Donc, pour gérer l'individuel, pour gérer la personne qu'on a face à nous, on a le sensoriel et tous les modes qu'on peut connaître de gérer comme trouble du comportement. Et puis après, il y a un autre truc, s'il veut bien fonctionner, toujours avec une présentation dégueulasse, il y a un autre truc qui s'appelle l'institutionnel. Comment l'institution peut créer un environnement pour calmer quelqu'un? Et là, je demande à tous les directeurs d'IME et les responsables de service d'être très bons là-dessus. Ou peut-être aux autres de demander, c'est le moment de leur demander, moi j'aimerais bien ça dans mon service. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une institution? Comment? Est-ce que quelqu'un peut faire le relais de monsieur? Snozélène, exactement. Parfait le lien, j'aime beaucoup. Donc effectivement, avoir une salle Snozélène, c'est dur à dire, pour le sensoriel. Très bonne idée. L'institution doit proposer ça parce qu'elle sait que la plupart de ses patients, de ses jeunes publics, son public, excusez-moi, présentent des particularités sensorielles. Je vous rappelle que particularité sensorielle, ça n'a rien à voir avec aucun diagnostic. On en a tous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'institution peut faire? Un espace accueillant. Effectivement, elle peut faire un cadre calme. Je vous rappelle que le jeune garçon, celui qui était noir, disait bien un environnement calme pour me calmer. Effectivement, avoir assez de personnel et surtout peut-être, moi je ferai attention à ça, avoir des référents au final qui tiennent sur toute la semaine pour qu'au final, à aucun moment, on se retrouve avec quelqu'un qui serait absent et qui ne connaîtrait pas. Et donc du coup, l'un des trucs institutionnels pour moi les principaux, c'est ce partage de connaissances sur une personne. Alors il peut se faire voix à voix, mais chaque personne doit avoir son cahier.
Chaque personne doit avoir son cahier qui explique pourquoi il a des crises régulièrement et avoir quelque chose à suivre. Si l'institution ne l'oblige pas, effectivement, il faudra revenir à l'individuel, c'est-à-dire à vous, mesdames et messieurs éducateurs et autres professions associées, parce que je ne vais pas me faire la liste. Ça sera à vous de le faire, mais l'institution, normalement, doit vous le proposer de le faire. Au fait, on vit dans un monde idyllique, là, ok ? On est dans un monde idyllique, mais je suis obligé de le faire, comme vous le voyez. J'aime bien les étoiles, et la Lune est un objectif. Donc ça, c'est l'institutionnel. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beau être très bon en tant que parent, c'est-à-dire s'occuper directement des jeunes, on a beau avoir des bons grands-parents, un bon entourage, un bon institutionnel, on pourrait dire, à un moment, on ne sait plus faire, on ne sait plus comment faire. On a beau avoir une expertise de dingue, on ne sait plus comment faire. Et c'est là que rentrent en compte les réseaux. Sur les réseaux, alors on va voir comment on va se mettre en lien. Il me reste 5 minutes, c'est bon ? 5 grosses minutes, magnifique. Ces réseaux-là, ils sont essentiels parce que je vous rappelle qu'un parent ne peut pas gérer un enfant jusqu'au bout quand il y a des particularités qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas gérer lui-même. Je reviens maintenant avec notre situation d'aujourd'hui. Une institution, des professionnels qui connaissent très bien un enfant, un adolescent, un adulte, ne peuvent pas gérer toutes les situations et doivent dire que je ne sais plus. Mais par contre, ils doivent aussi avoir la confiance dans le réseau. Je vous rappelle que quand on est parent, on a du mal à confier son enfant même à un médecin. Et ça, c'est quelque chose qui doit se travailler en amont. Oui, effectivement, les médecins à l'hôpital psychiatrique ou dans le somatique, parfois, ne sont pas les plus accueillants pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez leur prendre une place. Parce que, oui, on est sorti de l'utérus, on peut réallumer, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Parce que vous allez prendre une place qui peut durer longtemps. Ce n'est pas prendre la place le problème, c'est que ça peut durer longtemps. Et que eux, ils ne savent pas très bien faire avec des personnes qui ne savent pas parler, par exemple. Et c'est là que vous devez d'être en partenariat. C'est-à-dire que moi, dans mes semestres de pédopsychiatre, j'ai fait aussi de la pédiatrie, et quand on accueille un enfant qui ne sait pas parler, un nourrisson, un bébé, on demande aux parents comment il est naturellement. On demande aux parents quelles sont ses spécificités. On demande aux parents qu'est-ce qu'il y a. Moi, je suis médecin, je sais ce que c'est une rage, je sais ce que c'est un poumon, je sais ce que c'est un examen ORL, mais j'ai besoin de l'apport des parents. C'est vrai que nos collègues qui sont en psychiatrie de ce côté-là et en somatique pour l'adulte avec quelqu'un qui vient déficient intellectuel, TSA, qui ne parle pas, qui a encore une couche, oui, c'est bizarre, ça prend plus de temps, c'est plus difficile pour eux que le jeune pédiatre qui accueille le tout petit bambin de quelques mois. Mais par contre, vous devez leur apporter cette idée de, au fait, moi je le connais depuis 3 ans, je suis son référent à l'IME, je le connais très bien, j'étais au FAMA, même il a fait IME, et puis après j'ai déménagé, je suis allé dans le même FAMA, je le connais depuis 5 ans, donc j'ai beaucoup d'éléments à vous apporter. Ça nécessite effectivement une confiance entre les deux, et ça nécessite très probablement, en amont, de la part de l'institution, de contacter les urgences, de contacter les hôpitaux psychiatriques pour dire, voilà, nous on a ce type de personnes, très probablement, c'est sûr, on aura besoin de vous à un moment ou à un autre. Mais par contre, on peut vous assurer de 2 choses. Qu'on va être là pour vous donner des informations, on ne va pas laisser nos gamins comme ça à l'hôpital psychiatrique ou comme ça à l'hôpital somatique. Parce que nos gamins, c'est les nôtres, je suis parent. Vous voyez, le parent entre guillemets, bien sûr, vous voyez bien ce que je veux dire. Je sais, je le connais et on va le récupérer. L'une des craintes, je vous le dis très clairement, parce que je suis psychiatre et j'ai été aux urgences, c'est de dire, on va le récupérer et puis après ils vont nous le laisser, pendant 3 mois on va l'avoir. C'est l'une des craintes, mais qui ne le vous disent pas. Donc moi, je vous le dis. Donc l'un des buts, c'est d'aller en amont. Et puis après, vous allez le côtoyer petit à petit. Et il est très probable que, de façon plus simple, plus rapide, vous direz, là, en fait, on ne sait plus faire. On va du coup le confier. Mais pourquoi ? Parce que vous commencez à connaître le médecin de votre enfant. Et du coup, vous pouvez l'appeler plus facilement. Et peut-être même, il n'y a pas besoin d'y aller cette fois-ci. Un petit coup de téléphone, un petit Doliprane sirop, et ça iraira. Donc voilà le travail, en tout cas, à faire, et qui me paraît, en tout cas, le plus essentiel et qui nécessite... Alors j'aurais bien aimé que les flèches aillent dans tous les sens, mais bon, je n'ai pas trouvé un truc qui était dans ce style-là. Donc l'idée principale, c'est que vous avez votre expertise, mais que votre expertise se limite dans certaines situations des personnes que vous accompagnez, et qu'au niveau institutionnel, c'est sûr que là, si on enlève le camembert institution, ça ne fonctionne pas. Donc oui, effectivement, nous savons tous, que ça soit à tous les niveaux, que nous avons une pression
financière, administrative, je mettrais tous les mots qu'on peut mettre là-dedans, et que oui, ça serait plus simple si on avait tous x2 d'argent et de formation. On le sait. Néanmoins, il faut que chacun fasse son boulot et que chacun dise ses limites. Comme l'a dit Thibaut, moi je m'occupe du centre ressources autisme de Champagne-Ardenne et j'ai 4 éducateurs avec moi. 4 éducateurs qui font mi-temps CRA et institution. Certains avec des enfants en IME et d'autres en FAMA ou en FAM ou en masse aussi. Il y a un nouveau qui arrive qui est en masse. Et je discute avec eux, et oui, la position pour moi d'un éducateur, je sais que quand j'ai un éducateur face à moi, je peux lui demander tout. Je vous assure que c'est ceux qui sont, vous êtes ceux qui sont. Qui est-ce qui est éducateur dans la salle? Bon, ben voilà, vous êtes des personnes avec une énergie de dingue. Alors je ne sais pas à quel moment, je vais vous dire, peut-être que vous êtes à la fin de l'énergie de dingue. Vous êtes avec des personnes avec une énergie de dingue. Mais par contre, quand ça rate, souvent vous vous en voulez. Je dis une bêtise ou pas? Alors que je vous rappelle que vous êtes juste des assez bons éducateurs. Quand un parent envoie son enfant en hospitalisation, quand on envoie au médecin, ce n'est pas un mauvais parent, on est d'accord. Donc vous n'êtes pas des mauvais éducateurs. Juste, vous êtes des éducateurs qui, là, on ne peut plus. Pas parce que moi, je ne peux plus en tant qu'éducateur. Parfois, si, je peux dire je ne peux plus. Mais parce que je ne peux plus dans cette situation. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Et bien sûr, je souligne un point plus qu'essentiel, c'est qu'il n'y a plus de médecin en médico-social. Bien sûr, je le sais, mais il faut vivre dans un monde utopique quand même. Donc voilà, pour les troubles du comportement, je vous assure, moi, je n'ai pas voulu faire une liste de choses, puisque vous savez, je vous assure, faire ces choses-là. Sauf que, par contre, on parlera peut-être dans les questions, si vous avez des choses plus pratico-pratiques, mais très clairement, il y a juste une liste à avoir de, ça peut être somatique neuropathique, c'est-à-dire des douleurs neurologiques qui ne cèdent pas au Doliprane, mais qui cèdent avec d'autres traitements sur lesquels il faut très souvent penser. Et je donnerai juste cet exemple-là, parce que j'aimerais bien faire partager cette expérience. La semaine dernière, un FAMA, donc spécialisé dans l'autisme, connaît un jeune depuis 5-6 ans, un jeune qui est autiste, et qui est avec des troubles du comportement sévères, notamment auto-agressifs, et qui, du fait de ses traumas, est devenu aveugle. Avec une liste de psychotropes sans nom, l'équipe m'a appelé en disant « Est-ce que c'est possible, tu penses que tu fasses le lien avec les urgences ?» Je leur ai expliqué. J'ai expliqué aux urgences. Vous savez qu'il adore le coca et c'est le seul truc qui calme. La cadre m'a dit « Mais non, on ne va pas changer les règles pour du coca. » Si, vous allez changer les règles pour du coca, sinon ça va exploser. Ils ont changé les règles parce qu'il y a eu ce lien qui était possible. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant une revue de la littérature que toutes les personnes qui ont eu des traumas oculaires qui ont engendré une perte de vue ont des douleurs neuropathiques. Il n'avait jamais eu de traitement anti-douleur neuropathique. Eh bien, ça va mieux. Donc ça, je voudrais vraiment le faire partager parce qu'on pense souvent à la douleur, mais on ne pense pas souvent à ce type de douleur. Combien il y a de médecins qui travaillent en IME dans la salle? Courage, force et honneur. Donc, putain, merci. C'est violent. Bon ben voilà, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, pensez-y. Je ne sais pas si vous y pensez. Moi personnellement, avec l'équipe qu'on a pu avoir, c'était l'une des premières fois auxquelles on y pensait. Et on se disait, bah, peut-être que les patients qui arrivent avec des listes de psychotropes sans nom, peut-être qu'on pourrait faire ça, pas de principe, mais quasiment. Donc, ben voilà, donc cette interaction entre nous tous, ce partage d'expérience et d'expertise nous permettra de gérer encore mieux les troubles du comportement. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette revisite de notre charte. Installe-toi. Bon, quand on veut réveiller un amphi le matin, on invite le docteur Novo. C'est ça qui se passe. Alors, on aura bien sûr un temps d'échange avec la salle qui va, je pense, assez rapidement nous ramener du monde idyllique à la vie concrète où il n'y a effectivement pas de médecin, où le lien avec les partenaires est plus ou moins fluide. Et bon, ça sera à la salle d'évoquer ça. Avant cela, la question des troubles du comportement, des comportements problèmes est, vous le savez tous, générateur de ruptures dans les parcours, ces fameuses ruptures de parcours qu'on cherche à prévenir et qui amènent un certain nombre de ressortissants français, de jeunes citoyens français, à aller chercher à l'étranger des réponses qu'ils ne trouvent pas ou plus sur le territoire français. On est région Grand Est, la région de France qui comporte le plus de frontières, notamment avec la Belgique, et la question se pose souvent, mais qu'est-ce qu'ils savent faire en Belgique
qu'on ne sait pas faire en France? Eh bien, pour répondre à cette question, ou plutôt pour ne pas répondre à cette question, on a invité Jean Furnémont, qui dirige un établissement en Belgique et que je remercie infiniment d'avoir fait le trajet jusqu'à nous pour nous présenter le mode de fonctionnement. Viens Jean, viens parmi nous. Pour nous présenter le fonctionnement de sa structure, les approches, et puis réaliser que finalement, de miracle belge, il n'y a point, pas plus que de miracle tout court. Je te laisse la parole. Voilà, alors, c'est sûr que prendre la parole le 3e jour d'un colloque, dans les dernières personnes, après une intervention aussi brillante que celle du docteur Novo, oh là là, merci Monsieur Marmont, merci Thibault de m'avoir proposé ça si gentiment. Bon, voilà, je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux, parce qu'en plus je suis belge, on vous l'a dit, et donc les Belges parlent moins bien que les Français, c'est bien connu. Je vais faire ce que je peux néanmoins. Ce que je souhaiterais vous dire d'emblée, c'est que... Ah oui, c'est moi qui dois faire avancer les dias. Voilà. Ah, mais elles sont devant moi en plus, c'est extraordinaire. Je voudrais quand même, avant d'aller plus loin, juste faire un petit lien avec le thème du colloque de manière globale, à savoir l'inclusion. Je pense que inclure, c'est pas seulement sortir les jeunes ou les résidents, peu importe comment on les appelle, de nos services, des institutions, de je sais pas quoi. Je pense que les aider à évoluer, les aider à se sentir bien là où ils vivent, est déjà, pour moi, une manière de les inclure quelque part et de leur permettre de se poser, de vivre paisiblement. D'autant plus quand on accueille, c'est notre cas, une population de jeunes qui présentent des troubles de la personnalité et du comportement de manière assez importante. Donc je pense que leur permettre ça, créer du lien avec eux. Le mot lien, c'est un mot que je n'ai pas beaucoup entendu pendant les 3 jours. On n'a pas beaucoup parlé de ce mot-là. On a développé des belles grandes théories, des choses très intéressantes d'ailleurs. Mais le lien, la relation qu'on doit avoir avec ces personnes-là pour les aider à aller au-delà de leur comportement à problème, c'est déjà quelque chose qui, pour moi, favorise l'inclusion. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là que je vais un peu vous présenter l'Institut Louis-Marie, puisqu'il s'appelle comme ça, donc, qui est donc un service résidentiel pour jeunes, voilà. Il y a 2 services dans notre institution. Il y a un service qui accueille des enfants et des ados entre 7 ans et 18-20 ans, qui est agréé par les instances belges, qui s'appelle l'AVIC, Agence de vie de qualité. C'est extraordinaire. Et qui est aussi conventionné par l'ARS et les départements des Hauts-de-France. Après ça, on a un autre service, j'en parlerai pas aujourd'hui vraiment, c'est le Home Louis-Marie qui accueille des personnes adultes, handicapées mentales elles aussi, donc avec les mêmes troubles que les ados, mais ils sont devenus adultes. Et là, on a une capacité de 46 places. De l'autre côté, on en a 94. Attention, je parle français. Je fais ce que je peux. Enfin, cette fois-ci, j'y ai pensé, mais les autres fois, je ne suis pas sûr que je vais y penser. Voilà, alors, la structure, je vais essayer de faire assez court aussi. J'ai eu la même consigne de raboter mon temps, donc tout va bien. Merci Vigipirate. L'institution, elle est structurée en petits groupes de vie de 10 ou 13 jeunes. Alors, je vais vous passer les détails, mais c'est important parce que les petites unités, c'est intéressant dans ce que les jeunes peuvent vivre, mais c'est aussi à la fois compliqué au niveau de l'encadrement. Parce que quand on a un groupe de 8, en tout cas en Belgique, je ne sais pas chez vous, mais moi j'ai un éducateur à la fois pour 8 jeunes avec ces troubles du comportement-là. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc une dizaine de sous-groupes dans l'institution et un petit studio qui peut accueillir 2 jeunes pour lesquels on veut une préparation à la mise en autonomie. Ce sont des jeunes qui vont devoir vivre en appartement supervisé ou des structures de ce genre-là. Une section bien particulière puisqu'on accueille aussi des enfants autistes qui présentent eux aussi de l'autisme mais avec des troubles du comportement surajoutés. Donc beaucoup de violence envers eux-mêmes, envers les autres, envers le matériel,
pour la plupart tous non parlants. Alors l'institution a ça de particulier, c'est qu'elle a un secteur de jour, ce qui nous permet de ne pas se tracasser avec la scolarisation. Donc les jeunes qu'on nous envoie peuvent être déscolarisés, ils le sont d'ailleurs pour la plupart à l'arrivée. Ça n'a pas d'importance, ce n'est pas un critère d'admission chez nous, puisqu'on a notre structure de jour pour les accueillir, les encadrer, leur proposer diverses choses. Avec le temps, pour certains, on va pouvoir réorganiser une scolarisation à temps partiel, bien souvent pour commencer en tout cas, et puis peut-être que progressivement, ils arriveront à aller à l'école tous les jours. Nous n'avons pas d'école dans notre structure, donc les jeunes vont dans des écoles extérieures à nous, si on parle d'inclusion, c'en est une, puisqu'on travaille avec une quinzaine d'écoles différentes dans notre région, ce qui implique des trajets. Je vous passe les détails et les complications que ça présente. Voilà. Alors, situer en gros les missions que l'institution s'est données. Offrir un cadre sécurisant, structurant et chaleureux, c'est la première, c'est la plus importante. Et j'ai rajouté le mot chaleureux aussi, parce que je pense beaucoup que ces jeunes-là ont besoin de sentir qu'on les aime bien. Il ne suffit pas d'avoir des grandes connaissances sur tout ce qui est théorique, sur toutes les pathologies, sur tout ce qu'on peut... Voilà, oui, c'est important, bien sûr, c'est très important même. Mais au-delà de ça, au quotidien, ces jeunes-là, ils ont besoin de sentir qu'il y a des adultes qui les apprécient, qui les aiment bien. Alors parler d'amour dans notre métier, c'est dangereux, paraît-il. Mais bon, vu mon grand âge, je me l'autorise. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'éducation sans amour. On ne peut pas faire grandir un enfant si on ne l'aime pas. On nous l'a démontré à souhait encore juste avant. Hein? Donc ce besoin-là, ce besoin d'être aimé, ben, les jeunes qui viennent en institution, ils l'ont exposant 10 ou exposant 100. Donc ça implique aussi que dans le quotidien de l'institution, l'objectif de mon petit discours, c'est de parler d'une prise en charge de ces jeunes qui ont des comportements violents, des comportements agressifs, qui vont dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir les accueillir quand même et travailler avec eux? Moi, c'est ça qui m'intéresse de vous partager. Ce n'est pas de vous décrire ces comportements-là que vous connaissez parfaitement, bien sûr. Et donc, installer un climat, installer un environnement qui leur permet de se sentir bien, ça, c'est notre quotidien. Et c'est une priorité dans l'institution. C'est du travail de tous les jours, parce qu'ils sont évidemment doués, eux, pour nous rappeler qu'ils vont faire des conneries. Hein. Et des grosses conneries, c'est quand même encore mieux. Et donc, en tant qu'intervenant, en tant qu'éducateur, c'est dur ça au quotidien. C'est dur de se faire insulter, c'est dur de se faire mordre, de se faire taper dessus, de se faire cracher dessus, que sais-je encore. Bien évidemment que c'est très dur. Et donc, tout ce climat-là d'accueil, de soutien, il est très important, sécurisant, structuré. Il y a un cadre, un vrai cadre, des vraies limites, des vraies règles qui sont là, mais en même temps, il y a tout le côté chaleureux, tout le côté proche. Les jeunes chez nous sont très proches des adultes. Ils viennent dans nos bras nous faire des gros câlins, nous faire des gros bisous, baver sur nous aussi, bien sûr. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je crée comme lien avec eux pour leur donner envie de développer d'autres comportements que ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir de manière plus générale. Accompagner dans une dynamique de renforcement positif, ça c'est la base de notre pédagogie dans l'institution, c'est la pédagogie de renforcement positif. Ça veut dire quoi en 2 mots? C'est partir du principe qu'on va mettre en avant les compétences des jeunes, des familles derrière, plutôt que de pointer systématiquement tout ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, on le connaît, on le voit, ils nous le montrent tous les jours. Par contre, ce qu'ils savent faire, ça c'est parfois beaucoup plus difficile à repérer, tellement ils mettent l'accent sur ce qui ne va pas. Et donc notre travail, ça va être d'aller chercher ces petites failles positives qu'ils vont nous montrer, si petites soient-elles. C'est un travail de tous les jours, c'est jamais acquis dans les équipes, il faut tout le temps se rappeler ça, parce que c'est un peu contre notre culture. Notre culture occidentale, elle est quand même, il faut quand même bien le reconnaître, plutôt négative. Hein. Si on regarde un journal télévisé aujourd'hui,
on nous raconte que des misères. Si on nous racontait ce qui va bien, je ne suis même pas sûr qu'on regarderait. Hein. Quand je prends ma voiture et que je fais un trajet sur la route, des procès, ça m'arrive d'en avoir, comme tout le monde, j'imagine. Par contre, me faire arrêter sur l'autoroute pour me donner une prime parce que j'ai roulé en respectant les limitations de vitesse, moi, je ne l'ai jamais eu. Je ne sais pas vous, mais je ne l'ai jamais eu. Eh ben, dans nos systèmes d'éducation, dans nos maisons d'éducation, bien souvent, on est très fort pour constater tout ce qui ne va pas, pour pouvoir dire, mais avec celui-là, on n'en sort plus, il ne sait pas faire ça, j'ai beau le faire, ou bien ces parents-là, c'est toujours la même chose, ça ne sert à rien d'aller les voir, de toute façon, ils n'écoutent pas, etc., etc. On connaît ce discours-là par cœur. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, je dis bien on essaye, parce que parfois on est repris par nos vieux démons, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir ce qu'ils savent faire. Si petit soit-il, cette chose-là, si petite soit-elle, cette chose-là. Permettre aux bénéficiaires d'être pleinement acteurs de son existence, bah oui, évidemment, on essaye ça. On tend vers ça en permanence, de les rendre responsables de ce qu'ils font. Donc ça veut dire que, moi, j'aime pas qu'on dise d'un jeune, il est violent. J'aime pas trop ça, parce que ça colle une étiquette qui est très difficile de décoller. Je préférerais dire qu'on dise, ce jeune a des comportements violents. Ça nous laisse la porte ouverte à d'autres comportements qui ne le sont pas, eux, violents, par exemple. Et c'est ceux-là qu'on va aller chercher et pointer. Hein. Mais là aussi, c'est contre nature. On a tous vu dans les bulletins de nos jeunes dans les écoles, très bien, mais peut mieux faire. Qu'est-ce qui retient le jeune? C'est le « mais peut mieux faire ». Le « très bien », il l'a déjà oublié tout de suite. Donc c'est être dans une dynamique positive, dans une dynamique constructive, de pouvoir valoriser, reconnaître les compétences de ce jeune ou de ses familles. Ce qui n'empêche pas que quand il y a un problème, on va en parler quand même. On n'est pas dans un monde de bisounours, tout n'est pas rose, bien évidemment. Pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire, composée, classique, hein, d'éducateurs, de personnel psychomotricien, psychologue, assistant social, infirmière, médecin, pédopsychiatre, quelques petites heures par semaine, toutes petites. D'ailleurs, j'embauche prochainement, si vous cherchez du travail, docteur Novo. Vous êtes le bienvenu. Nous, on le garde au CRA. Oui, mais on peut le partager. Hein. Donc voilà, donc une équipe plurie qui est vraiment indispensable. On l'a bien dit tout à l'heure, tout seul, c'est impossible. Hein, tout seul, c'est impossible. 2 mots sur nos admissions. On est effectivement confronté à une demande très importante d'entrée chez nous. On a mis 230 sur la DIA. Cette année, au 30 septembre, on était déjà à 255 demandes d'admission. Quand on sait qu'on peut en accueillir en moyenne entre 10 et 15 par an, ça vous donne le drame que ça représente. Toutes des situations interpellantes, catastrophes, etc. C'est vraiment très compliqué. Et dans les 250, il y a 170, plus ou moins, 170, pardon, demandes qui viennent de France et le restant de Belgique, parce qu'on est logé à la même enseigne, on n'a pas de place, on n'en sort pas. Mais comme on est un plus petit pays, on a un petit peu moins de demandes. Tant qu'on est encore un pays d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais bon, nous on est capable de s'auto-gérer. Comment vous appelez ça? La pérédance, nous on est très fort. On travaille sans gouvernement régulièrement. Et on s'en sort bien. Alors, la procédure d'admission chez nous, elle est relativement courte et simple. Je suis un grand adversaire, personnellement, des séjours d'essai. Ah, j'aime pas les séjours d'essai. Si on accueille un jeune, on l'accueille, point à la ligne. On ne va pas le prendre à l'essai. Le prendre à l'essai, c'est s'organiser pour que ça ne marche pas, 9 fois sur 10. Nous, on le vit régulièrement dans les orientations qu'on doit faire. C'est très compliqué. Donc, on nous informe de la situation, on prend un rendez-vous, on se rencontre, dans la mesure où on estime que c'est une demande qui peut rentrer dans notre structure. Et puis, après cette rencontre-là, il y a une décision, on prend ou on ne prend pas. Si c'est oui, évidemment, malheureusement, il y a toujours ces fameux délais d'attente. Je ne peux pas mettre 2 jeunes dans le même lit, on ne m'autorise pas à faire ça. Donc il faut qu'il y ait une place vide. Ça prend parfois 1 an et demi, ça dépend. C'est toujours bien compliqué ça. Parce que pendant ce temps-là, ils vont où ces jeunes-là? Ils sont pris en charge, on le disait dans un atelier hier, parfois
dans des services répit qui ne sont pas du tout faits pour ça, mais qui sont quand même là pour donner ces coups de main-là. Une fois que l'entrée est proche, le jeune revient avec sa famille si possible, les intervenants qui s'en occupent. On visite l'institution, on présente l'éducateur référent, l'équipe de référence dans laquelle ce jeune va pouvoir séjourner. On accueille aussi, je vous l'ai dit, des enfants autistes avec des troubles importants du comportement associés. Je ne vais peut-être pas m'étendre longtemps là-dessus, mais c'est le même schéma, c'est le même principe, avec une équipe là plus spécifique, plus importante. C'est un groupe de 13 jeunes où les éducateurs sont en permanence 3 en général, c'est quand même pas tant que ça, plus bien sûr des prises en charge individuelles qui ont lieu en cours de journée, etc. Donc ils viennent renforcer l'encadrement de tout ça. Mais là aussi, l'environnement chaleureux et sécurisant est très important. Donc cette proximité qu'on peut avoir avec eux, suivant chacun, parce qu'ils ne sont pas tous demandeurs de la même manière de ce genre de choses, bien évidemment, et donc l'écoute, la manière de les percevoir est importante. L'équilibre entre le bien-être et les apprentissages avec des enfants autistes, on ne reste pas à les regarder déambuler dans les couloirs, bien sûr que non, on les sollicite, mais il faut les solliciter de manière juste. Certains peuvent l'être plus, d'autres moins, d'autres pas du tout, d'autres un tout petit peu sur une journée, ça dépend. C'est du cas par cas, vraiment. Une équipe formée, une équipe en supervision, en réflexion permanente, évidemment, autour de ça. Des outils pour travailler avec eux, la méthode Teach, donc plus individualisée, bien évidemment, et d'autres courants comportementalistes. Des modes de communication tels que les pictogrammes, les tablettes interactives, etc. Tous ces moyens-là qui existent, on essaye de les utiliser. On n'a pas une méthode exclusive dans l'institution parce que chaque jeune est différent et chaque jeune ne répond pas de la même manière aux mêmes outils. Et donc on essaye d'adapter au maximum tous nos outils. Alors, en Belgique, on est créatif. On a créé une nouvelle catégorie de personnes qu'on a appelées les doubles diagnostics. C'est une astuce de nos pouvoirs subsidiants pour nous faire avaler des couleuvres, puisqu'ils nous les font reconnaître comme une catégorie bien à part, bien complexe d'ailleurs, mais on ne nous subsidie pas autrement, bien sûr. Mais en attendant, nous travaillons avec des enfants qui présentent un double diagnostic, c'est-à-dire une personne qui a simultanément une déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale. C'est important parce que quand on doit s'adresser aux hôpitaux psychiatriques, la déficience intellectuelle, elle pose problème bien souvent. Elle pose problème bien souvent pour pouvoir les accueillir. Alors ça, c'est le cœur de notre travail dans l'Institut Louis-Marie. C'est la plus grande partie des jeunes que nous accueillons. Des jeunes qui donc ont des troubles très importants, y compris des troubles du comportement. Un des derniers jeunes que j'ai pu accueillir, c'est un jeune de 10 ans. Il était dans un hôpital psychiatrique français, pour le coup. Ce jeune était attaché sur son lit 5 heures par jour. C'était la prescription du psychiatre de l'époque. Intéressant. Alors bon, quand on me l'a amené, je le trouvais bien calme. Et en fait, on nous l'avait surmédiqué pour qu'il soit bien sage à l'admission. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir sur place, sans prévenir. Et je me suis rendu dans l'hôpital psychiatrique, c'était dans le Nord, pour voir un peu ce qui se passait. Et c'est là que j'ai trouvé ce petit garçon attaché sur son lit, avec un grand sourire, hein, parce que ce n'était pas parce qu'il était en crise, c'était une prescription. C'était assez interpellant. Nous l'avons accueilli. Évidemment, nous, on ne peut pas les attacher, bien évidemment. Et donc, il nous a fait crise sur crise au début. On a dû le maintenir physiquement beaucoup de fois, etc. Aujourd'hui, cet enfant-là, c'était jusque 15-20 fois par jour. Hein. Aujourd'hui, cet enfant-là, si on le maintient une fois tous les 15 jours, c'est beaucoup. Et il a repris une scolarité à temps partiel. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, pour moi, il y a un mot qui est important, c'est tenir, malgré tout. Tenir avec ces jeunes-là et tenir 2 fois. 10 minutes, il me reste. Tenir 2 fois. Tenir dans le temps, bien sûr, parce que les 3/4 des jeunes qui arrivent chez nous sont en situation de rupture quelque part. Ils ont déjà vécu une multitude d'institutions. Quand je dis une multitude, c'est parfois 10, 12 institutions différentes, y compris des hôpitaux psychiatriques. Ou bien une multitude de familles d'accueil, 10, 12, 15 familles d'accueil, c'est pas rare. Donc la rupture, ils connaissent bien. Ils savent ce que c'est, et poussés à la rupture, ils savent y faire aussi.
Donc notre credo à nous, c'est de dire on va tenir. On va tenir dans le temps, première chose. Et la deuxième chose, c'est on va tenir à eux. Hein, je vous le disais tout à l'heure, ces jeunes ont besoin de sentir qu'on tient à eux, qu'on les apprécie, qu'on les aime bien. Et avec ces outils-là, qui sont des outils bizarres peut-être, des outils belges, ben on arrive à des résultats. Et ça, je peux en témoigner. Les résultats, ils sont là, objectifs. Donc, tenir, c'est très important. Le cadre sécurisant et chaleureux, je vous en ai déjà parlé, c'est très important. La présence renforcée de l'adulte. Alors vous allez me dire, mais avec un pour 8, comment vous faites? Ah ben là, il n'y a pas de mystère. C'est les chefs éducateurs, c'est les adjoints de direction, c'est la direction qui viennent renforcer les équipes en journée, en soirée. Les directeurs font les soirées, comme les éducateurs, en plus, de manière à pouvoir être 2 ou 3 quand il faut, pour pouvoir encadrer et tenir avec ces jeunes-là. Le résultat qu'on a, il a un prix, c'est incontestable. Et ce temps, il est quand même bénévole. Alors, si je continue, puisqu'il me reste que 10 minutes, 8 minutes maintenant sûrement. Alors, quelle pédagogie on a développée dans l'institution? Donc, je vous l'ai dit, la pédagogie du renforcement positif, c'est le filtre principal par lequel tout passe. Hein. C'est par ce biais-là qu'on va aborder les situations, qu'on va analyser les jeunes, qu'on va construire les PAI, donc les projets d'accompagnement individualisés. C'est par ce biais-là qu'on va regarder les sanctions quand il y en a, les maintiens quand il y en a, etc. Je vais y revenir. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Le renforcement pédagogique, le renforcement positif, donc voir les forces du jeune plutôt que ses faiblesses. C'est voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Même si eux, ils sont spécialisés pour nous montrer la bouteille à moitié vide. Eh ben, nous, on se spécialise pour voir la bouteille à moitié pleine. Ce n'est pas toujours facile, parce que je vous l'ai dit, ils sont quand même spécialisés pour faire qu'on n'ait pas très envie d'aller la voir, cette bouteille à moitié pleine. Renforcer les compétences, on apprend, il y a un petit N en trop là, excusez-nous, on apprend mieux à faire qu'à ne plus faire. Donc c'est le principe que un jeune qui va réussir quelque chose, sa réussite va devenir pour nous un levier positif. On va pouvoir s'en resservir dans des moments compliqués, par exemple. Hein? Je cite juste un petit exemple, un jeune qui revient avec son bulletin de l'école, il a des 7 et des 8, mais seulement, juste avant de revenir de l'école, il s'est disputé avec un copain, et quand il vient me le montrer dans mon bureau, son bulletin, il est en pétard, et il me dit « J'en ai rien à foutre de mon bulletin, d'ailleurs je le déchire », et il le déchire devant moi, tranquille. Alors moi j'ai 2 réactions, ou bien je l'engueule parce qu'il déchire son bulletin, ou bien je sais qu'il y a des beaux points dedans, je vais m'attarder là-dessus, et je vais lui dire « Tu peux le déchirer encore en plus petits morceaux si tu veux, mais je sais que tu as un 7 là, et que tu as un 8 à cet endroit-là, et ça, mon ami, tu ne sais pas le déchirer. C'est trop tard, tu les as eus, le 7 et le 8. Et c'est un levier positif pour après. Et il ressort de mon bureau avec son 7 et son 8, et pas avec le bulletin déchiré. Donc c'est un positionnement, le renforcement positif. Ce sont des mots simplistes, des mots très simples, de tous les jours. Mais l'appliquer, je vous assure que c'est bien complexe, parce que c'est contre notre nature. Les 3 piliers de vie qui étayent le renforcement positif, 5 minutes, je ne vais jamais y arriver, je vais grappiller, hein, je vais grappiller. Les 3 piliers qui étayent le renforcement positif. C'est pas juste, moi j'ai que pas grappillé, moi. Non, je reviens dans mon utérus. C'est pas grave. Merci d'avoir ne pas grappiller pour que moi je puisse en profiter. Ça suffit, vous deux. Les 3 piliers de vie, si chacun veut bien réfléchir pour soi-même, eh ben nous les avons tous, ces 3 piliers-là. La famille, les familiers, hein, la famille élargie, les enseignants, les amis, etc. Les loisirs et les apprentissages. Pourquoi ces 3 piliers? Parce que comme ça nous permet toujours d'avoir un pilier sur lequel on va pouvoir aller chercher du positif. Si un jeune est en rupture totale avec sa famille, il n'a plus personne, papa est en prison parce qu'il a violé la fille qui est chez nous, maman est alcoolique et ne veut plus rien entendre parler, il ne les voit plus, etc. Famille, catastrophe.
Apprentissage à l'école, n'en parlons pas. Il brosse l'école régulièrement, etc., etc. Ça ne va pas non plus. Par contre, ce jeune-là, c'est la championne du tricot. Elle nous fait des trucs en tricot magnifiques. Eh bien là, on a un levier positif. Et on va utiliser ce petit levier-là, petit, qui n'est pas si petit que ça pour elle d'ailleurs, ce petit levier-là pour pouvoir la valoriser, la reconnaître. Le mot reconnaissance, c'est aussi un mot que je n'ai pas entendu beaucoup pendant les 3 jours, mais pour moi, il est essentiel. Donner de la reconnaissance, donner de l'intérêt à ce jeune, ça va être ça, notre levier positif. Et par le tricot, eh bien, je vous assure qu'on arrive à la faire retourner pour le moment un demi-jour par semaine à l'école. Et elle y reste. Exceptionnel. Peut-être qu'on arrivera à plus. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, je ne peux pas. Les 3 piliers, je viens de vous en parler un peu. Donc la famille, les loisirs, les apprentissages. Les apprentissages, c'est le scolaire, mais c'est aussi apprendre à faire son lacet, apprendre à mettre son manteau à l'endroit pour un enfant autiste, que sais-je, moi, c'est tout ce qui tourne autour d'apprendre. Alors, on a développé aussi un petit outil qui s'appelle les conseils. Les conseils, c'est une réunion avec chaque petit groupe de vie, donc 8 ou 13 maximum, qui est animé par, généralement, c'est la sous-directrice qui anime ça, et les éducateurs sont présents, et tout le monde est mis sous le même pied. Et dans cette réunion-là, les jeunes ont droit à la parole, ils peuvent s'exprimer, c'est organisé, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, mais on peut venir raconter un souci qu'on a eu avec un jeune, pour autant qu'on le dise correctement, et qu'on vienne avec des propositions de solutions, minimes parfois, mais en tout cas, avec le groupe, on va en chercher. Et puis c'est l'endroit où on peut donner aussi des remerciements et des félicitations. C'est l'endroit aussi où on peut questionner l'institution. La règle, on ne peut pas fumer avant 16 ans, mon Dieu, quelle horreur, ou bien on peut avoir son GSM qu'1 heure par jour, etc., son portable 1 heure par jour, etc., etc. Ces règles-là peuvent être requestionnées et elles nous amènent à devoir, à certains moments, changer leurs règles. C'est bien intéressant. Donc c'est une interaction avec eux, et à ce moment-là, eh ben, ils sont partie prenante, ils ont des démarches à faire, ils vont venir trouver la direction pour venir me dire « on a décidé en conseil de vous demander ceci ou cela », et puis voilà, on met des choses en place, et puis après ça, ça va être réévalué avec eux, à ce même conseil, et éventuellement réajusté, parce qu'ils vont se rendre compte eux-mêmes que peut-être que ce qu'ils ont demandé, ça ne fonctionne pas, ils n'y arrivent pas, ou bien c'est pire qu'avant, et donc ils vont demander qu'on revienne en arrière sur quelque chose. Ça arrive régulièrement. Donc ces moments-là sont très 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 importants. Les jeunes les attendent. Si on a le malheur d'en louper un, parce que, je ne sais pas, moi, il y a un jour férié qui tombe le jour où ça a eu lieu, etc., les jeunes viennent nous demander, et quand est-ce qu'on fait le conseil? C'est vraiment important. On le fait dans la salle de réunion de l'institution, ce n'est pas dans le groupe de vie. Donc on va autour de la table où se réunissent généralement tout le monde. C'est un moment solennel un peu pour chaque groupe. Conclusion, c'est pas possible. J'aurais voulu vous parler des sanctions, parce que c'est aussi un outil, c'est pas une fin en soi, c'est un outil, mais je peux pas en parler. J'aurais voulu vous parler aussi du maintien, parce que ça c'est quand même un outil aussi fort important, puisqu'on a des jeunes qui font des crises régulièrement, qui débordent dans tous les sens. On a développé ce qu'on appelle le maintien, qui est un outil, c'est pas une fin en soi aussi, mais j'ai pas le temps de vous en parler non plus. Ouh là là, quelle frustration! La prévention de la maltraitance dans l'institution, c'est important aussi parce que, qu'on le veuille ou non, moi j'appelle ça la petite maltraitance institutionnelle bien intentionnée. Hein, c'est le psy qui postpose le rendez-vous de 15 jours parce que son agenda est plein. Pauvre gosse qui doit attendre. Ou la sanction qu'on ne peut pas donner tout de suite parce qu'il faut une réunion d'équipe pour décider ce qu'on va donner comme sanction, éventuellement. En attendant, le jeune, il est anxieux, il est inquiet, il continue à faire des conneries, et on se demande pourquoi, bien sûr. Voilà, alors le PAI, le carnet d'habileté, c'est tout un outil qu'on a développé aussi, d'une certaine manière, pour qu'il soit interactif entre le jeune et nous. Je passe 2-3 photos, on travaille avec des chevaux, c'est un outil très intéressant aussi. On a une petite piscine, on a cette chance-là, qui est un outil vraiment précieux aussi. Voilà. Le sport aussi, évidemment, prend beaucoup de place dans la vie de l'institution. Le sport dans les murs, mais aussi extramuros. Voilà, merci pour votre attention. Merci Jean. Et rejoins-nous. Désolé de jouer le
le rôle du méchant gestionnaire du temps, mais c'est le prix qu'on doit tous payer pour bénéficier d'échanges avec la salle, qui sont depuis le début des moments précieux. Je vois déjà des mains qui se lèvent et les collègues qui remontent avec les micros. Levez la main, ceux qui veulent intervenir. J'avais cru voir une main qui se lève, mais ça devait être quelqu'un qui s'étirait peut-être. Alors. Ah, une main ici. Donc la règle est toujours la même, on se présente et la question. Alors Dominique Driolet, directeur de l'IME, est-ce que monsieur peut développer le point 5 sur le... Merci. Eh ben voilà, on l'a. C'était le maintien, je crois, c'était ça? Le maintien. Ça fonctionne, oui. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je ne suis pas tout seul à intervenir, bien évidemment, hein. Le maintien, c'est un outil qu'on a développé pour pouvoir tenir dans le temps. Et on part du principe que c'est plus facile de contenir un jeune et de l'arrêter que de le regarder tout casser ou casser la figure à quelqu'un, parce que les problèmes qu'on va devoir gérer après seront bien plus complexes et bien plus difficiles. Et donc on a développé cet outil-là, c'est dans la culture de l'institution, pour pouvoir arrêter les jeunes. Et les jeunes connaissent ça, c'est un outil qui est présenté aux familles, aux intervenants, à la police locale d'ailleurs aussi, de manière à ce qu'on soit tous au clair là-dessus, hein. Tous les jeunes ne sont pas maintenus. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que parce qu'on a cet outil-là, finalement, on maintient beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Peut-être que la question de monsieur, c'était comment matériellement ça se passe. Enfin, je ne veux pas anticiper, mais est-ce que c'est de la contenance physique de personne à personne? Est-ce qu'il y a d'autres formes de contenance, voire de contention? Enfin, je pense que c'était un peu dans le concret quelle est la question. Oui, c'est de la contenance physique, donc l'éducateur, les adultes mouillent leur chemise dans ces cas-là. On contient le jeune physiquement, pas n'importe comment. Il y a une manière de tenir, etc., qui est développée. Il y a tout un protocole, évidemment, autour de ça dans l'institution, mais on maintient physiquement. Quand le jeune est en crise, on n'a pas souvent le temps de réagir. Donc on va maintenir là où on se trouve et on va veiller à ce que, par exemple, les autres jeunes soient pris en charge par quelqu'un d'autre. On va organiser les choses pour que la sécurité soit garantie. Donc on va tout de suite être à 2 ou à 3 si c'est nécessaire, ça dépend du gabarit du jeune qu'on doit contenir, hein. Donc si on est dehors, ben on va se mettre sur l'herbe plutôt que sur le tarmac. Si on est à l'intérieur, on va aller chercher des coussins pour pouvoir... voilà. Bien que si on met un coussin en dessous de leur tête, généralement ils le retirent, mais ça fait rien, on a le coussin quand même. Et puis ben voilà, on va tenir le temps nécessaire. Ça nous arrive de maintenir un jeune pendant 1 heure. C'est pas grave. C'est vraiment ça le message. C'est pas grave. Et puis on va passer à autre chose après. Et donc ce maintien, il est toujours... il y a une boucle autour de ça. Une fois qu'on ne va pas lâcher le jeune à n'importe quand. Il ne suffit pas qu'il me dise « je suis calmé, lâche-moi ». Ah ben justement, bien sûr pas que je vais le lâcher à ce moment-là. On va continuer à le tenir. Et je lui réponds « c'est moi qui décide quand je te lâche, hein ». Pour le coup, là, on prend les manettes. Et donc, à un moment donné, ben, ce jeune, il s'apaise, évidemment. Et puis là, il y a un moment de chaleureux où il n'est pas rare que ces jeunes s'effondrent, pleurent, viennent dans nos bras et font un énorme câlin qui peut durer aussi le temps qu'il a besoin. Le temps qu'il a besoin. Après ça, une règle essentielle aussi, c'est qu'on va informer la famille. Jamais un jeune ne peut être maintenu chez nous sans que, directement après, on informe la famille. C'est un événement important. Maintenir quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être maintenu, mais ce n'est pas rien. Et donc, nous informons les familles de ce point-là directement. Je pourrais développer ça beaucoup plus. Hein. Merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, Noémie, derrière vous. Moins qu'une question, plus une remarque. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, donc je dirige un pôle enfance dans le Nord-Isère et on a un établissement spécialement dédié pour l'accueil de 68 enfants autistes dans le cadre d'un IME. Je suis étonné de toujours ces présentations. Je pratique, enfin
l'institution dans laquelle je dirige pratique exactement, mais quasiment au millimètre près, tout ce que vous décrivez. Et je m'interroge sur cette question-là en me disant en quoi consiste le mythe de la Belgique, pourquoi à chaque fois, alors que cette pratique est constante, je ne pense pas être un exemple unique dans la salle, on valorise de façon, de mon point de vue excessive, mais enfin c'est un point de vue tout à fait subjectif, une façon de travailler qui effectivement est déjà en œuvre en France et dans certains coins de France comme le Nord-Isère. Enfin voilà, je vous donne juste mon élément de surprise parce que vraiment dans ce que vous décrivez, quasiment au millimètre près, c'est des choses qui se pratiquent de façon régulière depuis de nombreuses années et dont on n'entend peut-être pas suffisamment parler. C'est peut-être aussi de notre responsabilité de ne pas faire connaître notre façon de travailler qui est vraiment très similaire et qui est basée à peu près sur la même philosophie, sur la même culture et dans le détail, très précisément, sur beaucoup de choses qui ont été mises en place que vous décrivez. Je vais vous proposer une réponse à deux voix. Je vais te laisser répondre, Jean, mais merci pour cette remarque parce que c'était exactement ce qu'on cherchait à faire en invitant Jean Furnémont. Le but n'était évidemment pas de venir donner la leçon belge aux établissements français qui sauraient moins bien faire, mais au contraire de montrer la très grande proximité, la très très grande proximité entre des établissements qui, c'est un fait, accueillent de jeunes Français qui sont en situation de rupture. Alors parfois il y a aussi des questions de proximité géographique. Encore une fois, on vit dans une région qui est très frontalière et des fois trouver une réponse en Belgique, c'est rester sur son bassin de vie. Mais c'est pas la totalité des jeunes et je dirais pas, c'est même pas la majorité des jeunes. Je parle sous ton contrôle, qui sont présents à l'Institut Louis-Marie. Mais le but était bien justement de démystifier la situation belge. C'était ça l'objectif de cette séquence. Je te laisse compléter. Je fais juste à trois voix. Je finis mon allégorie de bons parents. On pense toujours, alors que les enfants sont habillés de la même façon, on pense toujours que les parents, le voisin, éduque mieux ses enfants que les siens, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et au final, on se rend compte souvent qu'il se passe à peu près la même chose dans la maison. Donc je pense que c'est un hors exemple qu'on malheureusement tragique et autres, effectivement, mais ça c'est dans d'autres maisons. Mais la plupart des maisons, on éduque nos enfants de la même façon. Puis là, c'est un bel exemple que vous donnez avec la Belgique également. Je ne sais pas quoi répondre à votre interpellation. Néanmoins, qu'est-ce qui fait la différence? J'en sais vraiment rien. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être la continuité. Il y a quand même, on travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24, donc on ne ferme jamais. J'entends souvent ça dans les demandes d'admission qu'on a, la difficulté qu'il y a avec les services qui ferment les week-ends, etc. etc. C'est un des arguments parfois. Hein. Au-delà de ça, après, voilà, c'est notre positionnement à nous qui fait que voilà, il est très particulier, je pense, quand même. Cette proximité qu'on a avec les jeunes est un outil pas facile à manier d'ailleurs, hein, mais qui nous permet d'aller au-delà de certaines limites avec eux. Allez-y, brièvement. Très brièvement, je suis d'accord sur la question du temps d'ouverture. Peut-être qu'une question de financement, de coût à la place, différent entre la Belgique et la France. Ça, c'était vrai dans le temps. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est équivalent, à peu de choses près. La France a fermé ses robinets, elle aussi. Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas eu de revalorisation de ma masse. Hein. Donc, c'est loin d'être rose. Donc, ce n'est plus vrai. Mais ça l'était. Hein. Il y a 20 ans d'ici, c'était tout à fait vrai. Il y a aussi une vraie problématique territoriale. Hein. C'est-à-dire que, si j'ai bien entendu, vous êtes dans l'Isère. Il y a peu d'enfants de votre région qui trouvent des réponses en Belgique. Les régions qui concentrent vraiment le maximum de situations, c'est 1, Île-de-France, 2, Hauts-de-France, 3, Grand Est. Donc on reste quand même dans un grand quart nord-est. Si vous voulez plus vous renseigner sur cette question, vous avez entendu en ouverture des journées Madame Edith Christophe, directrice de l'autonomie de l'ARS. Elle est auteure du dernier rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur la question et qui fait le point précisément sur les situations enfants et adultes de Français qui trouvent actuellement une réponse en Belgique. Et il y a vraiment aucun doute sur l'effet territorial.
Ce qui ne veut pas dire qu'il y a personne de concerné non plus, jusque dans les DOM d'ailleurs. Et pour terminer sur, en tout cas, pendant qu'on attend la question, effectivement sur les moyens, alors et pour revenir sur ce que vous disiez de la psychiatrie, en termes de contention aux urgences classiques, hein, je parle vraiment dans n'importe quelle situation d'intoxication alcoolique ou autre, de façon très étonnante, hein, c'est une statistique, il faut avoir un doctorat pour savoir le faire, plus il y a de moyens, moins il y a de contention. Mais très clairement, c'est vraiment quelque chose de significatif. Donc effectivement, on peut imaginer que oui, il y a un rapport ETP patient. Alors, on a écoulé le temps qui nous était donné. Pour autant, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, j'en appelle à chacun. Questions courtes, réponses courtes. On commence là-haut, s'il vous plaît. Alors, très court, alors. Pascal Cusy, je suis directeur d'un IME, d'un ITEP et d'un CESAD. Moi, j'ai trouvé les interventions passionnantes dans le sens où elles remettent l'institution un petit peu au cœur. C'est-à-dire que tant le psychiatre qui dit ça fonctionne sur un triangle, l'individuel, l'institution, le réseau, et puis la deuxième intervention, si j'ai bien compris, on est en internat, on fonctionne 365, c'est quasiment l'anti-modèle de la société inclusive qu'on nous propose, tant à l'école que dans les institutions. Donc comment est-ce qu'on peut, est-ce que vous avez une idée là-dessus, est-ce que vous y avez réfléchi, à la fois garder l'institution soignante et non pas l'institution mûre qui enferme, et en même temps faire un virage inclusif, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est le mot un peu à la mode, c'est la nouvelle langue, mais en tout cas, faire que les handicapés aient une vraie place dans notre société. Deux points de réponse, ça a été dit, mais on tient à le rappeler, après je ne voudrais pas trop empiéter sur le discours de clôture du président de la Fédération CREAI, mais ça a été dit par les intervenants précédents, y compris par Stéphane Corbin hier, le virage inclusif ne rime pas avec une désinstitutionnalisation totale. Après, voilà, il peut y avoir de la vigilance par rapport à ce message-là, mais il a quand même été délivré et on était assez content que ce soit le ministère qui le porte.